Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Faire un enfant, c'est naturel certes, mais c'est pas nécessairement facile. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à travers le témoignage d'Anne Fleur, une Française expatriée aux États-Unis mariée avec un Américain, et qui nous raconte aujourd'hui son combat pour devenir une maman à travers la PMA, procréation médicalement assistée. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Anne Fleur! Salut Cindy! Merci de vouloir témoigner sur le podcast. Ça me fait très plaisir de t'accueillir étant donné qu'on est un peu cousines, mine de rien, liées par le pouvoir des podcasts parce que tu es la cofondatrice de French Expat, le podcast. Je vais te proposer de te présenter, de nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureuse de te retrouver ce soir pour cet épisode. Moi, donc, c'est Anne Fleur. J'ai 34 ans, presque 35. Je vous parle depuis Boston, dans le Massachusetts, donc pas très très loin de chez toi, aux États-Unis. Je gère les opérations d'un département au MIT, qui est une université américaine. Et de qui est composée ma famille? Ma famille est composée de Félix, qui a 17 mois, mon petit garçon, et de mon mari, Mike, comme le tien d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'expatrier? Ce qui m'a poussée à m'expatrier, c'était clairement mon diplôme. En fait, pour pouvoir valider un certain nombre de critères sur mon diplôme d'ingénieur, je devais passer 6 mois dans un pays anglophone. Alors, est-ce que c'est pendant cette expatriation que tu rencontres ton futur conjoint? Ouais, complètement. En fait, je cherche tant bien que mal un stage. Autant te dire qu'un stage, il est pas rémunéré d'ailleurs à l'époque, parce que t'es pas diplômé et que les Américains disent écoute, t'es bien gentil, mais on sait pas qui t'es, on sait pas trop à quoi tu vas servir. Donc déjà, si on te laisse venir, ce sera sympa. Je caricature à peine. Et donc, j'arrive pour mon stage donc à Buffalo. Et je trouve en fait une coloc avec un Coréen et un Espagnol qui m'accueillent à bras grands ouverts, qui sont super sympas et qui, en fait, mon coloc coréen me dit, je sais pas, au bout de peut-être 15 jours, écoute Anne-Fleur, il faut qu'on travaille sur ton anglais et pour ça, il faut pas que tu vois trop de français. Et donc, il me faut, ok, ce soir, je vais à une soirée d'un collègue et en fait, cette soirée était chez Mike, mon mari. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Ton anglais à l'époque, maintenant on l'a compris, était pas nécessairement au top du top. Comment vous poursuivez votre relation avec un décalage linguistique? Ça a été assez platonique, je dirais, le début, tu vois. C'était waouh, il est trop beau, il est trop intelligent, tu vois. Et bon, voilà. Donc avec mes compétences en anglais à l'époque, tu vois, je pouvais pas faire trop de nuances. Et lui parlait un peu espagnol, mais donc pas du tout de français. Enfin, il connaissait 3 mots. Donc on n'avait que cette option-là. Alors, vous vous rencontrez pendant cette soirée et comment votre relation se construit de fil en aiguille? On travaillait tous les deux sur le campus de l'université de Buffalo et son bureau était littéralement en face du mien, genre au 10e étage, tout au bout du couloir. Et enfin bref, donc si tu veux, en fait, même si on n'avait pas voulu se revoir, on se serait revus, quoi. Tu vois, on se croisait en fait tous les jours, sauf qu'on n'avait jamais vraiment fait attention l'un à l'autre avant. Par contre, c'est vrai que ça allait très vite, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés le 14 septembre et en décembre, il est venu passer le nouvel an avec moi en France et en janvier, j'ai aménagé chez lui, quoi. Donc j'étends mon visa, donc là, je reviens en gros début janvier, je m'installe chez lui, j'ai plus d'appart. C'est marrant parce qu'on s'est pas vraiment posé la question de est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est pas rapide, je sais pas. Pour nous, c'était logique, quoi, tu vois. Et puis, la fin de mon stage est arrivée cette fois-ci pour de bon. Si tu veux, je pouvais pas l'étendre indéfiniment. J'ai dû rentrer en France et ça a été un peu comme dans les films aussi, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, je crois. Je me rappelle avoir vu ma pauvre mère à l'aéroport et dès que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes. Et la pauvre, du coup, elle était triste, mais moi, j'étais encore plus triste. Je me disais, non, je retourne en France, je vais plus voir Mac, je suis trop triste. Bah ouais. Mais alors, comment tu retournes aux US? Du coup, je suis pas retournée aux US avant un petit moment. Ah, il t'a rejoint. Et ouais, en Malin. fait, ouais, non, mais il est hyper resourceful. Il y avait un programme qui partait à l'Université de Technologie 3 tous les étés, qui amenait en fait des étudiants de leur département tous les étés. Et là, en fait, ils cherchaient un TA, donc un teaching assistant, c'est un peu l'équivalent d'un chargé de TD en France. Et puis, en fait, voilà, il a eu le job, quoi. Donc, du coup, on n'a pas été séparés très longtemps, si tu veux. Je fais un peu Calimero, mais on a été séparés 3 mois, quoi. Alors, il reste combien de temps en France? On est resté 3 ans. J'ai commencé à moi quand on y était pour aller faire une thèse à l'étranger. Et puis, finalement, je suis repartie aux États-Unis. Et Mike ayant fini lui aussi, on est reparti en même temps, quoi. Trop bien.
Donc vous repartez à Buffalo? Exactement, et lui aussi en fait a rempilé. Il est retourné dans le labo en face du mien pour faire une deuxième thèse, tu vois? C'est Ah un peu donc un vrai vous êtes geek. retournés, voisins? C'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez l'avenir ensemble? On se pose pas vraiment de questions beaucoup sur l'avenir, pour être très sincère. En fait, moi, j'ai eu une petite accroche avec mon directeur de thèse. On a eu un souci. Et donc, du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai fini plus tôt que lui. Et en fait, là, si tu veux, pour moi, c'était devenu assez clair que Buffalo serait pas forcément la ville dans laquelle j'allais vivre, passer ma vie. Et Mike avait encore 1 an ou 1 an et demi, je sais plus, à faire. Donc, on a commencé un peu à regarder, prendre une carte des US et se dire, OK, dans quelle ville est-ce qu'il y aurait potentiellement du boulot pour nous deux, en fait? C'est comme ça que Boston est apparu sur la carte. Est-ce qu'à l'époque, vous parliez déjà potentiellement de vous fiancer, de vous marier? Et ben, en fait, c'est Comment là que vous je me rends compte qu'en envisagez fait, ça? j'ai loupé une étape. En fait, au moment où j'ai pris donc la décision de quitter mon labo, et ben, en fait, ça voulait dire que du coup, j'avais plus de visa étudiant, tu vois? Le moment où j'allais, Mmh. faire ça, et donc on savait, si tu veux, qu'on voulait se marier. On est allé à la mairie de Buffalo, on a fait: «Coucou, on veut se marier, c'est quoi comment ça marche, quoi?» Ça m'a permis de lancer, en fait, la procédure pour avoir une carte verte. D'accord. Ouais, Et de partir, du coup à Boston. exactement. À quel moment arrive, une potentielle, idée d'élargir un peu votre famille? On s'est toujours dit qu'on voulait des enfants, et puis, j'ai commencé un job qui me faisait pas mal voyager. Tu veux, donc, sans te sans faire un cours de bio, sur le système, reproductif féminin, il y a une petite, fenêtre, si tu veux, pendant le mois qu'il faut pas louper, mais j'étais tellement souvent, tu vois, dans l'avion aux 4 coins du monde qu'on s'est pas vraiment inquiété, tu vois? Mais en fait, au bout de 2 ans d'essai, je me suis dit: «Bon, ça commence un peu à être long quand même, hein, c'est quand même un peu chaud», tu vois? Donc, j'ai commencé moi à traquer un peu, tu vois? Genre j'avais une application pour, voir un peu, où j'en étais, et du coup mieux Mmh. connaître mon cycle, parce que sinon avant j'y faisais vraiment pas attention. Est-ce que tu fais des suivis, gynécologie? Enfin, Bah que non, que tu te dit vois? ton C'est gynécologue? ça qui est un peu complètement dingue, si tu veux, c'est que bon, alors je voyais, tu sais, je faisais ma visite annuelle chez un généraliste, et donc, j'ai demandé en fait au bout de 2 ans, 2 ans et demi, qui est-ce que, je devrais, consulter? Et là en fait, elle m'avait énormément énervée parce qu'elle m'a dit: «OK, ça fait combien de temps que vous essayez?» Alors moi je disais: «Ouais, 2 ans et demi», mais en même temps, comme je te l'expliquais, tu vois? Oui, tu On est voyages. voilà, et elle me dit: «Ah ouais, donc du coup, il faudrait que vous alliez rencontrer un médecin pour les infertiles», et je dis: «Mais de quoi infertile, quoi?» J'ai eu un petit peu, tu vois? Le fait, en fait, de mettre un mot là-dessus, ça m'a énormément foncièrement vexée. Bah, tu pas envie d'entendre ça directement. Tu as envie de dire: «Bon, bah, va voir un gynécologue qui te fasse Ouais, lui et puis dis-moi que c'est sûrement un rien. check-up». Oui, rassure-moi, je veux dire, me dis pas C'est ça. que je vais jamais être capable de faire des enfants, quoi. Mais Ouais, c'est ça, non, c'est c'est clair. ça. Et Manque de donc tact, comme OK. bah, complet, complet, et comme je suis têtue et un peu bête, hein, quand même, là-dessus, je vais être très sincère. Donc, j'ai eu ce referral pour aller voir cette gynéco que je suis allée voir. Elle m'a dit: «Il va falloir aller dans un centre, de fertilité», et donc, là, j'étais doublement vexée. J'ai dit: «OK, très bien», et en fait, j'ai laissé le truc, filer, pendant, je sais pas, Oui. 8 mois peut-être, et en fait, c'est en parlant avec ma grande sœur, au fur et à mesure, tu vois, des semaines où on se parlait, elle me faisait vraiment parler. Puis elle me dit: «Mais ça fait quand même longtemps». Puis elle me dit: «Mais tu te souviens quand tu étais jeune, on t'avait dit que tu avais un truc qui s'appelle les ovaires polykystiques, machin». Je dis: «Ah ouais, effectivement», genre complètement à la rue, et Merci ma sœur ouais, non, mais c'est clair, et de me rappeler que j'ai quelques petits soucis potentiellement. moi, tu sais, j'avais complètement fait abstraction du truc, alors qu'en plus je bosse dans le milieu médical à l'époque, mais rien à voir, Oui. et J'habite dans quel pays déjà? Ils utilisent quelle devise locale? Alors attends, et les j'habite températures. Boston. Heu, mais ouais, non, puis donc, et puis en fait, tu vois, au fur et à mesure des semaines, genre, elle a fait des recherches, en fait, de son côté, et donc elle m'appelle un jour, écoute, elle me dit: «Écoute Anne-Fleur, pour ce que tu as, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est un truc qui se traite vachement bien». Et puis donc elle m'envoie la publication, scientifique et tout, puis ouais, effectivement, enfin, il y avait, quelques idées de traitement, effectivement, qui avaient des bonnes statistiques de réussite et tout, et en fait, je sais pas, ça m'a rassurée. Je fais: «Ah bon, OK, bon, alors si c'est juste un petit truc, je veux bien, je vais aller voir, le médecin», tu vois? Donc elle m'a un peu poussée, en fait, pour aller voir un médecin, et donc, Mmh. quasiment 1 an après, finalement, avoir vu cette gynéco, je suis arrivée dans le centre de fertilité avec mon mari. Et alors, comment ça se passe la prise en charge quand tu vas voir, un centre de fertilité? Alors, ils appellent ça, en fait, d'ailleurs, ils appellent pas exactement ça, là où j'étais en tout cas, un centre de fertilité, ils appelaient ça, santé, de la femme, woman health, et Oh! women health, Sympa pour le mec. et bah, ouais, d'ailleurs, c'est vrai que j'y avais même pas pensé, tiens.
Bah oui, enfin, je veux dire, c'est pas que nous, et il faut arrêter de se Ouais. rendre coupable. C'est pas que notre corps qui est pas capable parfois, hein. Ouais, Donc, non, mais t'as complètement raison. Puis en plus, ils l'ont testé, si tu veux, mais c'est juste que le nom du département, c'est Women Health. Et en fait, ils font et gynéco, et obstétrique, et fertilité, tu vois. Donc, en fait, d'accord. moi, c'est dans le même département que j'ai été suivie quand je suis tombée enceinte. Et donc, voilà, donc on a été pris en charge tout de suite par une gynéco qui, sur le coup, moi, m'a un peu fatiguée, parce que je l'ai trouvée gentille, tu vois, mais très speed et très orientée stat, tu vois. Genre, bon, alors les gars, on va faire ça. Ok. Et puis dès qu'on aura les résultats, si c'est ça les résultats, on fera ça. Alors c'était bien parce qu'elle avait un plan, tu vois, global. Ouais, elle était organisée, mais un peu trop, quoi. Mais c'était un peu étourdissant finalement parce que tu vois, genre, ça y est, j'ai fait le pas de venir te voir. Et elle, en fait, c'était comme si elle m'attendait, en fait. Et c'est très bien, tu vois. Elle a pris vraiment le taureau par les cornes. Elle a prescrit des trucs pour Mike, des trucs pour moi. Mais ouais, c'était un peu impressionnant. Donc voilà. Et donc on a fait des examens. Et donc tout est revenu bien. Mais j'avais amené mon dossier médical que j'avais traduit de mon adolescence au niveau hormonal, donc les ovaires polykystiques. Elle m'a dit, ok, Oui. effectivement, c'est ça, tout match. Et donc voilà, elle nous a pris en charge. Il n'y avait pas de problème non plus du côté de mon mari. Mais alors, est-ce que c'était nécessaire de faire tous ces tests s'ils savaient d'emblée quelle avait été la problématique? C'est assez classique en fait finalement parce que en fait c'est histoire de tout savoir avant de se lancer quoi, parce que tu peux toujours avoir des petites anomalies, des petits trucs que tu peux Ouais. régler en plus, tu vois. Au lieu en fait de les refaire au bout de 6 mois parce que ça marche pas, Ouais, autant ils préfèrent tout avoir le tester full maintenant. picture. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. non, ça a Ouais. du sens. Moi ça m'a pas trop dérangé là-dessus. Ouais. Comment ça se passe à l'issue de ça, une fois qu'ils ont isolé la problématique? Le gros problème, donc les gens, si vous cherchez ça sur internet, appellent souvent ça l'acronyme SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Donc les patientes SOPK n'ovulent pas ou n'ovulent pas régulièrement. Et en fait, bah, c'est si tu ovules pas, forcément, tu pourras jamais avoir C'est un embryon sûr. fécondé, Bah, quoi. t'as pas de fenêtre. Pas de Voilà, fenêtre, c'est pas de ça. maison, pas de maison, Donc pas de exactement. porte. Donc voilà, donc en gros, si tu veux, moi, c'était du coup une stimulation relativement light qu'on m'a proposée puisque c'était a priori tout le reste va bien, mais on va t'aider à ovuler, quoi, tu vois? Donc D'accord. ouais. Donc ça se fait Donc par des piqûres. c'est des kystes qui viennent obstruer tes ovaires de sorte à ce qu'ils n'ovulent pas, en fait? Pas que. C'est pas que lié au kyste. C'est peut être D'accord. purement hormonal aussi. D'accord. Comment les médecins, ils te prennent en charge à l'issue de cette conclusion? Est-ce qu'ils te disent: «Bon, rassurez-vous, ça va aller, Ouais. voici la procédure qu'on va pouvoir suivre Ouais. et vous allez être capable, d'avoir un enfant»? J'imagine que c'est un soulagement pour toi d'entendre ça? Bien sûr, ah bah, bien sûr, c'est clair. Surtout que, enfin, moi, si tu veux, depuis que je suis toute petite, je veux être maman, quoi. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment ça. J'ai grandi dans une grande famille, enfin, j'ai 4 frères et sœurs, c'est voilà. Et donc c'est super important pour moi. Et donc c'était en fait le seul truc que je voulais savoir, c'était limite, je m'en foutais finalement de savoir ce que j'avais. Je voulais juste qu'on me dise tu vas avoir un enfant, tu vois. Ah ouais. Alors que rétrospectivement, tu peux t'engager à rien en tant que médecin. Mais on m'a effectivement beaucoup rassurée. On m'a dit écoutez, c'est le truc, c'est un des trucs les plus faciles à traiter. On va y arriver. C'est pas des traitements très invasifs. Vous inquiétez pas. D'accord. Et par contre, aux États-Unis, on n'attend pas. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi où j'étais, je sais pas si on peut généraliser sur un si grand pays, mais on m'a prise en charge tout de suite, quoi. Si tu veux, je me souviens que notre premier rendez-vous était en août. Le premier cycle qu'on a fait, une fois d'avoir fait tous les examens, il y en a quand même pas mal, ça devait être fin septembre. Alors, j'imagine qu'on rentre dans une procédure de PMA. Est-ce que tu Ouais. peux nous rappeler ou définir pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette procédure, qu'est-ce que c'est en fait? Ouais, alors PMA, donc ça veut dire procréation médicalement assistée. D'ailleurs, ça a été un choc pour moi parce qu'en fait, je vis un peu au pays des bisounours. En sortant de chez ce médecin qu'on a lancé le protocole, les premiers cycles, je parle à ma sœur qui me dit ah ouais, donc du coup ça y est, tu commences la PMA. Et là, en fait, nouveau choc, comment ça, je fais de la PMA? Mais donc, ouais, voilà, petite anecdote. La PMA, donc, c'est le fait, en fait, d'avoir recours à la médecine, plus ou moins lourde, pour aider à concevoir un enfant. Ça peut être D'accord. pour un couple. Le problème peut venir de l'un ou l'autre des parents ou des deux. Et puis, des fois, ça peut être aussi pour des couples, bah voilà, homosexuels qui, bah, forcément ont besoin d'un petit coup de main, ou pour des mamans solo qui veulent devenir parents. La PMA aux États-Unis donne vraiment accès à absolument tous Oui. à la parentalité, en théorie en tout cas. Oui, je pense qu'ils sont, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'en France, par exemple.
notamment avec les couples du même sexe ou les mamans célibataires. Est-ce que néanmoins c'est pris en charge par ton assurance santé? Ouais, c'était une de mes grandes inquiétudes, parce que, tu vois, aux États-Unis, ton médecin crée un protocole qu'il soumet à ton assurance santé, qui est la mutuelle, donc va te dire, «Oui, on couvre», «Non, on couvre pas» ou, «Oui, on couvre, je sais pas, tant de tentatives» ou, «On couvre, si, machin, je sais pas, arrête de fumer» ou si machin, perd du Oui, poids. Enfin, tu vois? Ils peuvent te mettre des conditions. Donc nous, on a eu du bol, ils nous ont rien dit, enfin, ils ont juste dit, «Oui, c'est bon». trop bien. Et ils ont tout couvert. Vraiment, on n'a mais pas payé un centime. Et je pense que c'est important de le préciser parce qu'on part souvent du principe que ce sera hors de prix aux États-Unis. Et Oui. bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde sera dans le même cas, mais en tout cas, nous, on a eu la chance d'être bien couverts. Mmh. Comment s'est passé ton suivi médical à la suite de ça? Est-ce que il fallait que tu y ailles tous les mois pour te faire des injections? Comment ça s'est passé? Donc les injections, tu les appelles au début de ton cycle. Ils placent une commande auprès d'une pharmacie spécialisée dans la fertilité. Et cette pharmacie spécialisée dans la fertilité, en fait, généralement me demandait, OK, est-ce que vous commencez aujourd'hui ou est-ce qu'on a 48 heures pour le faire? Et en fait, il te pose cette question-là parce que si c'est aujourd'hui, il faut que tu viennes les chercher. Si c'est 48 heures, il t'envoie en fait dans un colis sur glace, tout chez toi pour que tu aies pas à te déplacer. Voilà, donc ce qui est plutôt sympa. Et donc voilà, donc tu reçois toutes les injections. Moi, comme je te dis, j'en avais pas beaucoup, c'était surtout pour déclencher l'ovulation. Par contre, là où je vais devoir me déplacer, c'est que tous les, je sais pas, 2 jours peut-être de la première moitié de ton cycle, quand la femme donc fabrique ses ovocytes, enfin Oui. les matures, et bah, tous les 2 jours, du coup, tu vas au cabinet, au centre, pour faire une écho endovaginale, donc avec sonde, pour aller voir en fait si ces ovocytes grandissent bien, pour qu'on puisse en fait déterminer quel est le jour optimal pour déclencher l'ovulation. Et donc, ce qu'on va regarder, D'accord. c'est la taille de ces ovocytes, c'est le nombre, etc., etc. Du coup, j'imagine qu'il faut que tu calcules tes cycles, que tu connaisses ta fenêtre, que tu dises à Mac: «Bon, bah, tac, 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 ce soir, c'est ce soir ou Ah c'est bah, jamais». on est bien d'accord, si tu veux que les gens qui te disent: «Arrête d'y penser», si tu veux, ils sont mignons, mais ils sont jamais passés par là, quoi. Enfin, c'est impossible Ouais, que tu arrêtes d'y c'est penser. ça. Parce que la PMA, dirige ta vie, en fait, pendant ces moments-là. Ouais. Dirige ta vie sociale, parce que, bah, non, ce soir, on doit faire une injection ou parce que enfin, tu vois? Donc, c'est Mmh. non, non, c'est il y a tu as peu de liberté, finalement, sur, pendant ce parcours-là. Et c'est important de le savoir. Si tu dois souvent aller faire des échos, j'imagine que tu dois un peu, engager, ton employeur là-dedans, à te dire: «Attention, il va falloir que j'aille chez le médecin, Ouais. ces jours-ci». En fait, alors moi, j'avais de la chance, c'est que je dirigeais une filiale d'une boîte à ce moment-là, donc j'étais relativement libre sur mes horaires. Même si j'avais OK. des grosses journées, si tu veux, je pouvais dire: «Bah non, là, ces 2 heures-là, si tu veux, je serai pas là». Ce qui est cool, c'est qu'on arrivait quand même régulièrement parce que mon mari a été là à chaque, truc, à chaque écho et tout. On Trop arrivait bien. généralement à caler ça à 7 heures du mat, tu vois? Pour pas que ça empiète, trop, sur le reste, des choses. Donc ça, Ouais. c'était plutôt chouette. C'est bien qu'il t'ait accompagné sur chacun de ces rendez-vous. Bah, comme tu le dis, en fait, c'est pas un problème de femme, quoi. C'est un projet de Oui, couple, en c'est tout un cas, pour nous. c'est clair. Ouais. C'est clair. Alors pendant combien de temps tu as dû, faire ce type d'injection tous les mois pour pouvoir, créer notre petit Félix? Et bah, on en a fait 4. Encourageant alors, c'est trop bien. Bah, attends, mais attends, tu sais même pas le truc qui est fou, en fait. C'est que donc on en a fait 4. On en a fait 3. Fait le troisième, je suis partie direct, moi, en France. J'ai passé 1 mois en France au mois de Mmh. décembre. On est allé faire Noël, à l'Alpe d'Huez, je me souviens. Et le jour de Noël, le 24 décembre, je me pète la figure et je me suis, démonté le genou. Et donc bref, voilà, j'abrège, mais au retour, un peu un peu difficile aux États-Unis parce que je peux plus marcher. Un genou Hem en moins. et puis non, mais j'ai une attelle qui fait la taille de ma jambe. Enfin, c'est dramatique, enfin, c'est Oh dramatique. mince. Il y a bien sûr il y a pire, tu vois? Mais c'est quand même sacrément handicapant. Et donc là, normalement, on avait un cycle de prévu en janvier qu'on a fait. Et puis après, moi, je dis: «Les gars, c'est trop lourd». Enfin, tu vois, genre, je peux pas marcher et tout, c'est pas fun, quoi. Donc moi, je mets une pause. Et puis on devait préparer, je devais me faire opérer du genou par un ortho. Donc si tu veux, Mmh. voilà, on se dit: «OK, on met ce projet-là en pause». Je me remets, littéralement sur pied pour pouvoir sans c'est pas fait exprès, hein, mais pour pouvoir, me reconcentrer là-dessus. Et puis donc je me fais opérer. La vie est belle. Moi, je m'étais dit: «Écoute», parce que notre, assurance nous avait dit qu'il prendrait en charge 4 inséminations et qu'après après ça, fallait passer à la FIV. Moi, la FIV me terrifiait.
J'avais très très peur, Ouais. si tu veux, de ce que ça allait faire sur ma santé. Je le sens pas, quoi. Je vais y rester. Je sais pas pourquoi, je le sentais pas du tout. Du coup, moi, dans ma tête, j'étais, bah, peut-être que la solution pour qu'on devienne parents sera peut-être l'adoption, tu vois. Et j'étais à peu près en paix, en fait, avec cette idée-là même, tu vois. J'étais, bon, bah, si c'est ça, moi, ça ira. Mais mon mari était pas prêt, en tout cas, tu vois. Il me dit, écoute, parlons-en à nouveau à la fin de l'été, parce que je pense qu'on n'a pas fini, si tu veux, cette partie-là. Bon, ok, très bien. Et puis, j'ouvre mon téléphone puisque donc tu traques, tous tes cycles. Je fais: «Ah bah tiens, Ouais. j'ai, je sais plus, 5-6 jours de retard», tu vois? Mais en même temps, un des autres symptômes des ovaires polykystiques, si tu veux, c'est que tu as des cycles très irréguliers. Donc bon, tu Oui, vois, je me suis pas dit: «Waouh, compliqué. ouf!» Et puis il me dit: «Tu sais quoi? Il va falloir que je le sens». J'ai dit: «Bah, ouais, si tu veux quoi, mais pas moi». Et puis bon, bah, le lendemain, tu vois, forcément, je suis allée, à CVS, donc la pharmacie drugstore, acheter, une test de grossesse. Et en fait, je sais pas, j'en ai fait peut-être, je sais pas, une quarantaine de tests, pas avant, tu vois ce que je veux dire? Oui. Avant ce jour-là, quoi. Donc OK, bon, bah, tu fais le truc et puis tu le poses et puis tu regardes pas parce que tu sais que c'est tout le temps négatif et ça Ouais. te fait toujours mal au cœur, quoi. Et Mmh. en fait, là, le truc, il tourne, positif, mais direct. Et je me souviens, tu vois, j'en ai la chair de poule, quoi, de dire ça, quoi. Ah! Je sais pas. Et mon mari était dans le jardin derrière à faire un barbecue. Et moi, si tu veux, en fait, je ne pouvais pas décoller des toilettes. J'étais j'étais complètement surexcitée, mais en même temps paniquée, je sais pas. Et donc, je l'ai appelé, en fait, et puis il décrochait pas et tout. Donc, il a fini par décrocher. Et je sais pas ce que je lui ai dit, mais je sais que quand il est monté, donc il a vu le truc, on s'est tombé dans les bras, c'était complètement fou. Et puis après, il me Ah. dit: «Par contre, faut quand même que tu repenses à ta manière d'annoncer les nouvelles, quoi». Il me dit: «Moi, j'ai pensé que j'allais te retrouver dans une mare de sang, que tu étais en train de mourir, quoi». Enfin, quand il m'a appelé, je me suis dit: «Il y a un vrai problème». Le Mais pauvre. voilà. Bon, c'était une bonne nouvelle quand Ah même. bah, bien sûr. La vache, Mmh. après 3 ans d'essai, c'est Ouais, un super. bébé naturel. Mais oui, alors attends, parce qu'on est rendu en été et tu me disais que c'était en décembre la dernière fois que tu avais une injection? Ouais, donc ouais, donc là, c'était, on était en avril quand on a découvert la grossesse. Et on est en mai, pardon, on était en mai quand on a découvert la grossesse. Et ouais, effectivement, en fait, c'est arrivé, naturellement. Tu vois? C'est comme quoi on ovule pas Oui, régulièrement, mais on ovule quand même de temps en temps. ouais. Et puis c'est quand tu te dis, «Bon bah tant pis, on adoptera, on fera pas ça» et c'est là où ça arrive en fait et c'est génial. Ouais, ouais, c'est clair. Comment tu appréhendes du coup cette grossesse après autant d'années d'essai? Très, très peur. Ouais, Très, très peur. Les 3-4 premiers mois, en fait, avant que tu sentes, le bébé bouger, quoi. ouais. En fait, j'ai appris ma grossesse et je prenais un avion pour Paris 3 jours après. Je recevais un truc à Paris. Et alors forcément, les gens qui arrivent à attendre 3 mois pour annoncer la grossesse, je leur dis, toutes mes Ouais. félicitations. Mais si tu veux, dans ma famille, en plus, on est très fusionnels. Je suis arrivée, bah, ils ont tout de suite su et puis on s'est tous tombés dans les bras Oui. parce qu'ils savaient que c'était un projet de longue date. Puis dans tous les cas, ils étaient très contents. Mais Mais après, ouais, moi j'étais toujours partie du principe parce qu'avec Mac, on l'a su le jour de Thanksgiving ouais. et donc on n'a pas pu attendre la fin du repas. Mais parce qu'on était parti du principe que si une mauvaise nouvelle tombe, tu as envie que ces Ouais, ils personnes-là seront soient là, au courant et bien t'accompagnent sûr, dans ce deuil, en fait. Donc, complètement. c'est pour ça que je me dis: «Bon, bah, oui, tu peux attendre 3, 4 mois, voire 6 mois pour son employeur, Ouais, mais autant le dire directement aux gens où tu sais qu'ils seront là pour toi si complètement. vraiment, il y a un problème qui surgit, quoi». Je suis complètement d'accord avec toi. Le système de soutien, qui sera là, en Surtout fait, quand tu es à l'étranger et ouais, loin de ta famille. c'est C'est clair, important de s'entourer de personnes c'est clair. bienveillantes. Et en fait, ce que je me disais, tu vois, en étant rentrée en France, leur annoncer rapidement, ça a été aussi, en fait, si tout ça marche, mais quel bonheur d'avoir pu leur annoncer en personne, en fait, et pas par FaceTime, tu vois? Donc ça a été aussi, précieux. Donc tu rentres en Ouais. France, tu leur annonces et comment ça se passe est-ce que tu es mise directement en high risk pregnancy, j'imagine? Non. Non, Même pas? j'ai été, par la suite, placée en high risk, mais non, pas au début. Hem, En fait, donc la Ah. manière dont ça se passe, c'est, donc une fois que je suis rentrée de France, après avoir eu une petite, frayeur d'ailleurs, mais sans grand, souci, avant en fait de te transférer au département, gynéco-obstétrique,
et bah, ils te font une dernière consulte service de fertilité où ils vérifient, en fait, ils datent l'embryon, ils vérifient que tout va bien. Et puis, moi, ils m'avaient donné des grosses doses de progestérone je crois que ça s'appelle des tampons, qui en fait sont censés t'aider à prévenir les fausses couches. Mais donc pendant le premier trimestre, j'en ai pris plein. Et une fois que là, ils considèrent que tout va bien, et ben je me souviens quoi, le mec il fait bon bah c'est bon, on se reverra plus maintenant. Pars-toi. Oh, le soulagement. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu les as trouvés quand même bienveillants au final, ces gens dans dans ce centre? Ah ouais. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, même quand ça marche pas, ils t'annoncent les résultats avec énormément de tact et énormément d'empathie. Si tu veux. Tu sens que les gens, ils vivent ton histoire aussi, tu vois, qui sont... parce que tous les mois, c'est quand même pas un job rigolo, quoi, d'aller annoncer aux gens, bon, bah désolé les gars, ça a encore pas marché, tu vois. Ouais. Et puis aussi, quand ils m'ont annoncé les bons résultats, tu vois, et bah, tu sentais qu'ils étaient mais fondamentalement heureux pour nous, quoi. et c'est chouette, ouais. Ouais. Non, c'est plaisant à avoir comme feedback, étant donné qu'on a toujours l'image très business oriented. C'est toujours intéressant de comprendre qu'il y a quand même de l'empathie. Ouais, non, c'est clair. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ta grossesse. Comment se passe alors du coup le déroulé de ton premier trimestre? Et je crois que, si je me rappelle bien, c'est quand même là, à 6 ou 8 semaines, qu'on fait la première écho. Ouais. Qu'on voit le petit sésamicide. Ouais, et c'est ça. Ouais, alors bah, mon premier trimestre se passe nickel, parce qu'à part la fatigue, je n'ai pas eu du tout de symptômes. Je n'ai pas vomi, j'ai pas, tu vois, tout allait bien. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Mais oui, avec ton melting pot, ta potion magique d'hormones, avec tous les tampons qui t'ont fait, ça... Ouais, je sais pas. C'est rafraîchissant d'entendre que tout s'est bien passé. Oui, c'est clair, hein, c'est clair. Non, c'était super. À quel moment alors tu décides de l'annoncer à ton employeur? J'avais monté ma boîte, ce qui fait qu'en gros, je l'ai annoncé à mon associé, mais qui savait lui-même qu'on passait dans les parcours de PMA, donc je lui ai annoncé assez rapidement, parce que c'était un ami, quoi, tu vois, il a partagé notre joie. Oui. Donc je lui ai annoncé assez rapidement, et puis je me souviens qu'à mon équipe, alors j'ai pas été malade, mais alors par contre la fatigue, c'était infernal. Et en fait, je me souviens d'un jour particulièrement où j'étais fatiguée. Et puis tu vois, dans une petite start-up, on avait 2 bureaux l'un à côté de l'autre en pièces, quoi, donc tu peux pas vraiment faire grand-chose. Et dans le deuxième bureau, ils avaient fait des travaux, ce fait qu'il n'y avait pas un meuble, il y avait rien du tout. Tu t'es endormie par terre? Mais en fait, je suis allée m'allonger par terre dans l'autre bureau parce que j'en pouvais plus, j'ai dormi. Et en fait, a priori, là, ils ont compris. Non, mais c'est fatigant. Hein. Ah, bah, c'est fatigant. Mais heureusement qu'il y a un regain au deuxième trimestre. Hein, c'est parce clair. Que... Et comment se passe alors le deuxième et troisième trimestre? Il n'y a pas de problème particulier? Tu m'avais dit qu'il t'avait placé en high risk après. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu des petits soucis au boulot. Tu sais, j'étais en train de monter ma boîte. C'était un petit peu dur, et j'ai eu des périodes de gros stress. Et là, en fait, j'avais un peu l'impression, si tu veux, de plus rien réussir à faire. Ça a été un petit peu dur. Là, ils ont essayé de me mettre sous antidépresseurs, et j'ai failli accepter. Et en fait, à la place, j'ai commencé un suivi psy qui m'a beaucoup aidée. Au bout, ça va être la fin du deuxième trimestre. En fait, ils te font des tests urinaires, et puis ils te prennent la tension à chaque fois que tu vas les voir. Et il y avait pas mal de protéines dans mes urines, et ma tension était un petit peu élevée. Et donc, ils ont eu peur d'une prééclampsie, qui est très, très, très connue en fait aux États-Unis, je trouve, par rapport à en France. Ici, ils y font très, très attention. Ils t'en parlent. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé après, voilà, qu'on m'en parlait beaucoup. Et donc, j'ai été suivie de très près en fait. Une fois qu'ils ont eu cette suspicion-là, ils ont failli me déclencher, et finalement, en fait, bébé est arrivé tout seul. Quelques jours après, mais il est arrivé à 35 semaines quand même, tu vois. Il a décidé, les gars, moi j'arrive pour Noël, et donc j'ai perdu les os le 24 décembre au milieu de la nuit, et voilà. Trop drôle. Ouais. Ça, je sais pas comment tu peux faire un plus beau cadeau. Non, surtout quand tu vois comment t'as galéré pour l'avoir, tu dis mais il a tout compris, quoi. C'est clair. Non, c'est génial. Ouais. Comment ça se passe alors du coup l'arrivée à l'hôpital? J'étais dans un hôpital, je pense, absolument fantastique. Vraiment, j'espère que mon deuxième, je l'aurai dans le même hôpital. Donc on est arrivé, on nous attendait, on nous a mis tout de suite dans une chambre, on nous a fait
On a vérifié du coup ce que c'était. Et puis là, donc on m'a expliqué, à 35 semaines, on considère que ça sert à Oui, rien c'est un peu le d'essayer terme. de ralentir le travail. Bébé va arriver. Donc est-ce que vous voulez qu'on déclenche pour accélérer le truc ou pas? Je dis bah non, on va attendre. On marchait régulièrement, tu vois, on faisait le tour de l'étage avec Mike, et tout, c'était cool. Et puis ça devenait vraiment douloureux, mais genre un peu tout d'un coup, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc j'ai demandé une péri, et c'était rigolo. C'est le mec qui est venu me la mettre a été génial. C'était un Libanais qui a fait ses études à Montpellier. C'était génial, si tu veux. Trop Il me bien, donc il parlait. comprenait le français. Ah bah, il me parlait, mais sans aucun accent, et c'était, Oh, c'est tout la bête parce que si tu veux, je chance. parle couramment anglais, mais c'est un confort tel, en fait, dans ces Ah moments-là, oui. d'avoir quelqu'un qui parle ta langue maternelle, c'est génial. Exactement, parce que je me Mmh. rappelle, le pauvre type me demandait d'arrondir le dos, je ne comprenais pas, alors je faisais l'inverse. Il se frustrait, tout le monde se frustrait et je perdais absolument tout mon langage, quoi. Non, tu as vraiment trop de chance de tomber sur quelqu'un qui parle le français, Ah quoi. mais grave, grave, et à la fin, il m'a dit: «Bon, bah, écoutez, moi, je dois y aller, je dois faire la cuisine pour ce soir, pour Noël». J'étais: «Ouais, OK». Pour le Mais réveillon. super, et puis du coup, elle a été assez faiblement dosée, ça fait que je sentais quand même bien, mais j'avais pas mal, et en fait, ça s'est tellement bien passé que je me suis endormie, et en fait, je me suis réveillée au moment de pousser, quoi. Félix est né à 18h07 ou 8, un truc comme ça, et j'ai dû me réveiller à 6h moins 5, tu vois, où j'ai appelé la sage-femme. Je fais: «Franchement, je pense qu'il y a un truc, vous voulez pas regarder?» Elle fait: «Mais non, c'est votre premier accouchement, vous serez encore là demain, machin». «Ouais, non, ouais, franchement, regarde, parce que je sens qu'il y a un truc et je sens que je peux pas le retenir», tu vois? Puis elle fait: «Ah bah ouais, il est là», et voilà, on m'a proposé un miroir, et c'est rigolo parce que je regardais Baby Boom, plein de fois avant, et je me disais toujours: «Mais pourquoi un miroir? Mais c'est nul, enfin, c'est débile, c'est bizarre ce machin, tu vois?» Et en fait, ils me l'ont amené, et en fait, ça a été génial parce que j'ai vu mon petit garçon sortir, quoi. Trop Et bien. Alors comment se passe la première rencontre avec Félix? c'est assez magique. Ouais. C'est assez magique, d'autant plus que ouais, non, c'est complètement magique. Donc comme il était prématuré, en fait, il est resté, il a été hospitalisé un petit peu. Du coup, ils ont quand même pas traîné. Il avait des petits problèmes de glycémie et de température, corporelle, et donc voilà. Ça la première nuit a été super dure, en fait. Mais était super dure parce qu'on nous a fait comprendre, et en fait, à chaque fois qu'on voyait le médecin toutes les heures, on nous expliquait que c'était un petit peu pire. Enfin, tu vois, au début, on nous l'a laissé avec nous, il a fait ses examens, mais on nous l'a ramené. Et puis finalement, il revenait le voir régulièrement, puis il nous dit: «Bah non, en fait, on va le prendre pour la nuit», tu vois? Et tu te dis: «Ouais, mais Mmh. attends, on vient juste de devenir parents il y a 3 heures, quoi, vous pouvez pas le prendre». Ouais. Ça a été super dur. En plus, avec la chute des hormones, moi, ça a été chaud, et en plus, bon, tu vas me dire c'est accessoire, mais je n'avais pas mangé depuis la veille. Partout, je pense, dans les hôpitaux, ils mangent assez tôt. Félix est né à 18h et quelques, et il fallait commander les repas, je crois, Oh non! avant 17h. Le truc s'est fait livrer genre une pizza le soir de Noël à 11h30. On lui a mis un pourboire de malade au mec. Mais enfin, tu vois, bref, c'était pas dramatique, mais Faut bien se remplir un peu l'estomac, surtout, pour Noël. au bout de 24 heures après avoir accouché, ouais, t'as un petit peu faim finalement. Comment se passe ton séjour à l'hôpital? Et ben écoute, Vous restez combien de temps? super bien. Donc moi, en théorie, j'aurais pu partir au bout de 2 jours. Généralement, Ouais. un accouchement par voie basse, c'est 48 heures ici. Mais donc Félix, finalement, il est resté 8 jours en néonat. Et en fait, ils ont été super chouettes. Mais ils ont été super chouettes pour tout, franchement. Mais pour ne surtout pas, en fait, me séparer de Félix, ils m'ont trouvé, en fait, une chambre vide en face de la néonate pour que je puisse venir le voir jour et nuit quand je voulais et pouvoir l'allaiter quand même. Et, Trop euh, bien. et donc, c'était une chambre qui n'était pas médicalisée, c'est-à-dire que j'avais pas de. Le médecin venait pas me voir, l'infirmière venait pas me voir, à moins que j'ai besoin d'eux, tu vois, mais il n'y avait pas de visite. Mike, là, par contre, ne pouvait pas rester. Mais du coup, voilà, j'ai été super bien accompagnée. Et je dirais que, bien sûr, que j'aurais souhaité que mon petit garçon, il ait aucun souci. Et Dieu merci, il va très bien et il a absolument aucune séquelle. Mais en fait, je pense sincèrement que je leur dois mon allaitement. C'est que du coup, j'avais une conseillère en lactation, je pense, à chaque tétée, quasiment jour et nuit pendant 8 jours. Trop Et bien. c'est énorme, en fait, si tu veux, cette aide. Bah Déjà, oui. le lendemain, ils sont venus direct avec, je vais dire pompe, mais on dit pas ça en français, le tire-lait pour m'apprendre. Et ouais, je pense que c'est grâce à eux, après, j'ai allaité pendant 1 an. Donc voilà, c'était cool. Alors comment se passe le retour à la maison avec Félix? Un peu fou. Hem,
ça s'est super bien passé. Mon père est arrivé le lendemain de France pour le Nouvel An. Je me souviens, on s'est tous endormis à 10h. Et ouais, non, ça a été absolument génial. Alors, je me souviens par contre, tu vois, qu'on avait tout préparé, mais il y a un truc que j'avais pas anticipé, c'est à quel point un petit bébé est petit. Ça paraît bête, ce que je dis. Mais tu vois, on a une photo où on l'a mis dans son berceau, tu vois, dans son lit, quoi. Ouais. Et en fait, tu vois que tu pourrais en mettre 12, en fait. Tu vois, dans le lit. Moi, le truc qui m'avait choqué, c'était le siège auto. Il Ouais. était minuscule dans le siège auto. Il fallait ouais. que je rajoute des petits coussins. C'est clair. Est-ce que tu avais pris un congé mater? J'étais plus ou moins à mon compte et j'avais prévenu donc mon associé et mes équipes que je voulais prendre un vrai congé maternité. Je demandais pas de compensation, mais je voulais prendre un vrai congé maternité. Et moi, si tu veux, qui avait été très hyperactive et qui n'avait jamais vraiment arrêté de bosser, même en vacances, je pense que mon associé, du coup, n'avait pas vraiment pris cette remarque au sérieux. Et donc, il s'est pris un peu un mur dans la tronche quand il a vu que non, si tu veux, quand au bout, si tu veux, de 2 semaines, il m'envoyait beaucoup de messages dans la journée. Mais je lui ai dit, bah non, en fait, tu vois, moi, d'abord, enfin, je veux dire, t'as un petit enfant. On n'avait pas, enfin, mon papa a pu passer quelques jours avec nous, c'était super, tu vois, mais on n'a pas de famille, on était tout seul, quoi, tu vois, genre, c'est crevant quand même. Et puis, ouais, tu te remets, puis t'as pas de justifier, quoi. Et donc voilà, quand je lui ai dit, écoute, moi, me solliciter comme ça toute la journée, s'il y a une urgence, bien sûr, je peux t'aider, mais je peux pas te garantir, enfin, j'ai pas envie, en fait. Et malheureusement, ça a été, je pense, le début de la cassure de notre association tous les deux. C'était un homme ou une femme? Un homme. Et il avait des enfants ou pas? Ouais, il est très proche de ses enfants. D'accord, il n'avait pas compris que ça Je sais demande pas. du temps d'avoir des enfants. Oh si, je pense qu'il le sait, mais je sais pas. Je pense que c'était aussi une période qui était difficile dans l'entreprise, tu vois. Et bon, bah voilà, c'est comme ça, je le regrette. Mais du coup, j'ai pris mon congé maternité. J'ai pris 3 mois. En fait, on avait déjà c'est pas non plus, ça va quoi. Ah oui, non, T'as j'ai pas pris un an. Non. On avait pris un nanny share, donc on partage une nanny avec une autre famille. Et c'était super. Donc, mais si tu veux, quand tu vois le coût de la garde, je pense quand même à New York, c'est même sûrement pire qu'à Boston, mais c'est absolument hors de prix. Moi, je bossais dans une start-up qui générait quasiment pas de revenus. On pouvait pas se permettre, enfin, si tu veux, je pouvais pas me permettre d'aller bosser et finalement d'être en négatif en termes de rentrée d'argent parce que je mettais tout dans la nanny. Donc, j'avais repris à temps partiel au début, tu vois, on avait une nanny 3 jours par semaine. Et en fait, je pense que cette cassure, tu vois, dont je te parlais, elle a un peu pourri la relation. Et puis, je sais pas, bon, tu vois, il me fait des réflexions, genre, bon, bah maintenant, l'allaitement... En fait, tu sais, on avait qu'une seule pièce et je tirais mon lait. Ouais. Et donc, tu vois, on avait d'autres personnes dans le bureau et moi, j'allais pas aller tirer mon lait dans les chiottes, je trouve ça dégueulasse. Ou aller tirer mon lait devant tout le monde. Enfin, tu vois, c'était... Non, je veux bien allaiter devant tout le monde, mais je veux pas aller tirer mon lait devant tout le monde. Enfin, ça me... Voilà. Et donc, du coup, je bossais de la maison, tu vois. Et je pense que, ouais, c'était une accumulation de trucs, tu vois, qu'il a pas compris. Et je pense que, voilà, bref, ça s'est pas très très bien passé. Donc, on s'est quitté très cordialement, hein, mais on peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai aussi besoin de revenus, tu vois, si je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Donc, je vais arrêter en tout cas ma collaboration de manière opérationnelle et je vais chercher un boulot à temps plein. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à ma grande surprise, ça m'a pris 2-3 semaines, tu vois, de trouver un boulot. Trop bien. Mais ça fait beaucoup de changements du coup en l'espace de même pas combien 8 mois? Ouais. Ouais. Comment t'as géré ce stress, mine de rien? Entre le postpartum qui dure, bon, ils disent ça dure 3 mois, mais on se le dit, ça peut durer jusqu'à 1 an. Étonnamment, je te dirais que c'était plus facile que maintenant, je trouve. Mais C'est vrai? ouais, je sais pas. J'étais très bien dans mon corps. J'arrivais à trouver du temps pour faire un petit peu de sport. Et c'est vachement fondamental à mon équilibre mental. Mon mari est hyper bienveillant aussi et on est tous les deux très vigilants à avoir ce qu'on appelle le me time, tu vois, des moments juste pour nous, des moments en famille, mais des moments aussi juste pour nous chacun, tu vois, pour qu'on n'oublie pas qu'on est une personne avant d'être parent. Quel conseil t'aurais à offrir pour des couples qui souhaitent passer par la PMA aux États-Unis? D'abord, si vous avez une culture un petit peu francophone, enfin française, c'est possible que
que vous ayez un peu peur d'en parler, parce qu'on nous apprend pas vraiment à l'école que c'est une possibilité quand on aura à faire des enfants. Et je trouve que c'est intéressant de savoir qu'aux États-Unis, la parole est beaucoup plus libérée qu'en France. Et donc, faut pas avoir peur d'en parler. Faut pas avoir peur dans vos couples d'amis, même de collègues, les gens en parlent très facilement à dire bah oui, moi j'ai eu mon enfant par FIV. Et donc voilà. Et après, n'attendez pas aussi longtemps que j'ai attendu, parce que je veux dire, au pire, ça vous coûte, je sais pas, 30 balles de copay chez votre médecin pour lui demander des conseils et peut-être lui dire, lui demander à qui vous adresser. Mais c'est le premier pas à faire et ça en vaut tellement la peine. Donc, En tout cas, de ce que j'avais compris, oui, ils avaient l'air un petit peu plus ouverts d'esprit ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'on te souhaite un deuxième enfant, par exemple? Alors oui, s'il te plaît, je peux même m'en souhaiter plein d'autres. Comme je disais, je suis une d'une fratrie de 5 et je dis souvent qu'un des plus beaux cadeaux que mes parents m'aient fait, franchement, c'est mes frères et sœurs. C'est une grande, grande richesse dans ma vie et j'aimerais tellement pouvoir offrir ça, peut-être pas 5, parce que malheureusement aux États-Unis, il y a une réalité économique qui est pas la même, mais en tout cas une fratrie, c'est sûr. Donc voilà. Mais c'est tellement dommage de se restreindre aux États-Unis, d'avoir une famille nombreuse. On m'en parle pas. Je me dis, si je peux pas leur payer l'université, bah, ça va être super chaud, quoi. Et Ouais. enfin, tu vois, parce que finalement, bon, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis fermée d'esprit, mais je me dis, je peux pas me permettre d'amener un enfant sur 2 à l'université, quoi. C'est soit tous, soit pas. Oui. Je sais pas. Après, on a quand même la chance d'être... Enfin, je sais pas si Félix, tu lui as donné la nationalité française, du Ouais. coup. Il peut quand même toujours aller faire Ses études en France. l'université en Mais là, France c'est ou au moi qui serais Canada. trop malheureuse, parce que moi, je pense que je vais être un peu mère invasive, je pense. Mère poule. Bah oui, mais inversement, je veux dire, Boston-Paris, c'est Boston-LA, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. t'es à 1 heure près d'avion. Donc, Quand il y a le s'il te Covid, dit, j'ai envie mais ouais. d'aller à... Oui, c'est clair. C'est pas le même budget, mais oui, c'est C'est presque clair. rapide. Anne-Fleur, je te remercie énormément pour ton témoignage. Je mettrai aussi ton podcast à ce sujet sur les réseaux pour pouvoir partager et diffuser cette problématique et démystifier un peu la chose, quoi. C'est clair. Non, mais c'est complètement évident et je pense que c'est pour ça vraiment que ouais, il faut en parler autant que possible, autant nécessaire que possible, parce que finalement, tu sais que la PMA en France, sans compter les mamans solo et les couples homo qui n'y ont pas accès officiellement, ça touche un couple sur 5, donc potentiellement beaucoup plus. Un couple sur 5 et on n'en parle pas. Ça se trouve, en fait, on connaît tous des gens qui sont passés par là, mais on le sait pas parce qu'on n'en parle pas. Donc c'est... Ouais. Il faut en parler. Et je te remercie justement de m'avoir donné la parole pour pouvoir contribuer à ça. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter une petite aparté, j'en profite sur le podcast. Si vous connaissez un couple qui vient de se marier et qui n'a pas encore d'enfant, ne leur demandez pas où est-ce qu'ils en sont. C'est clair. C'est pas parce que c'est naturel, comme l'allaitement, que c'est facile. Et ça peut toucher beaucoup de couples. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté. Si vous connaissez un couple, arrêtez de leur demander où est-ce qu'ils en sont. Voyez un peu dans votre couple où est-ce que vous en êtes. T'as bien raison. Regardez chez vous. On balaye son paillasson. Exactement. Et on regarde sa fenêtre. On y revient. Non, mais merci beaucoup, Anne-Fleur. Merci à toi. J'espère vraiment que ça va aider. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup à toi aussi. Un grand merci et bonne continuation et longue vie à ton podcast. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!